Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. Les champions du monde, tout juste auréolés de leur titre à Eugene en Oregon, seront nombreux à être représentés au meeting d'athlétisme Herculis qui aura lieu le 10 août à Monaco. En guise d'avant-goût, la championne française de saut à la perche Margot Chevrier est venue présenter et faire tester sa discipline à des jeunes de 10 à 15 ans. Reportage dans ce journal. Après la décision du tribunal suprême d'annuler une partie de la loi votée l'an passé sur la sauvegarde et la reconstruction du secteur protégé, car elle portait atteinte au droit de propriété, nous entendrons dans cette édition Géraldine Motillon, la présidente de l'Association des enfants du pays, alors que ce nouveau développement porte un coup dur pour l'avenir du logement de cette partie de la population résidente à Monaco. Après 2 années à avoir pâti de l'épidémie de Covid-19, le Monaco Collectif Humanitaire est relancé. Cette grande chaîne de solidarité permet de financer le transfert d'enfants souffrant de cardiopathie et ne pouvant pas être soignés dans leur pays d'origine. Nous découvrirons également la nouvelle exposition collégiale du Comité national des arts plastiques auprès de l'UNESCO et verrons comment les chats de Guéluc font le bonheur des passants au Larvoto. Enfin, le prévisionniste de Météo France, Steven Testelin, nous expliquera l'origine de la grande vague de chaleur que nous venons de vivre et si l'on doit s'attendre à ce type de phénomène au mois d'août et plus généralement chaque été désormais. À peine les championnats du monde d'athlétisme terminés aux États-Unis, tous les regards sont maintenant tournés à Monaco vers le meeting Herculis. 10 champions du monde sacrés à Eugene ont d'ores et déjà confirmé leur présence au Stade Louis II. Et l'une des finalistes du concours de saut à la perche est-elle arrivée à Monaco où elle va parfaire sa préparation et où elle a initié ce matin des jeunes à la pratique de son sport. C'est un reportage de Victor Labbé et Lionel Bernardi. Première étape, la prise en main de la perche, puis quelques sauts dans le sable sous le regard et les précieux conseils d'une championne de la discipline. Ouais, c'est super important parce que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé l'athlétisme, déjà j'avais à peu près l'âge qu'ils ont maintenant. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu forcément aussi poussé, d'avoir des initiations, des athlètes qui discutent avec nous, qui font des partages d'expérience. Et je pense que c'est super important pour les jeunes de se dire tout ça c'est pas inaccessible parce que cette nana-là, il y a 5 ans, elle était clairement à notre place, à 100% à notre place. Et aujourd'hui, elle est sur la piste à sauter avec les meilleurs du monde dans un meeting international. Donc c'est super important, je pense, de partager cette expérience avec eux. Si certains découvrent une passion après cette journée, pour Margot, l'essentiel durant cette initiation est de s'amuser et que les enfants prennent du plaisir. C'est impressionnant parce que moi, quand je vois la télé, je me dis que ça doit être facile, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand tu vas haut, tu as une sensation que tu voles et ça fait bizarre un peu. La deuxième étape, le sautoir et une perche professionnelle en seulement 1 heure d'entraînement, les progrès sont déjà visibles, mais il reste du travail avant d'atteindre le record de Margot à 4,70 m. L'annonce est intervenue la semaine dernière et elle a fait depuis couler beaucoup d'encre. Le tribunal suprême a décidé d'annuler une partie de la loi qui avait été votée il y a 1 an pour lutter contre la disparition des appartements du secteur protégé. Le tribunal a estimé qu'il y avait une atteinte au droit de propriété, une annulation qui est lourde de conséquences pour les enfants du pays, comme nous l'explique Géraldine Motillon, la présidente de l'association qui les regroupe. Alors évidemment beaucoup de déception parce qu'on espérait que ce texte non seulement voit le jour mais qu'il soit enfin, efficace. Les enfants du pays ont beaucoup de problèmes de logement. Donc il faut absolument maintenir le secteur protégé et puis trouver un moyen de faire entrer des nouveaux appartements dans le secteur protégé. Donc cette loi permettait de faire cela. Donc évidemment beaucoup de déception. On voit des enfants du pays qui partent, des enfants du pays qui n'arrivent pas à trouver, des enfants du pays qui ont 6 mois pour quitter parce que les appartements sont repris, des immeubles qui disparaissent et il est vraiment temps de trouver une solution à nos problèmes. Ce qu'on espère, c'est que vraiment, autant le Conseil national que le gouvernement vont revoir, leur copie pour trouver une solution, voir si on peut quand même faire quelque chose de cette loi. Et puis vraiment, moi j'aspire, je souhaite qu'il y ait un secteur mixte intermédiaire qui soit créé parce que ce serait, je pense, la solution pérenne pour les enfants du pays, c'est-à-dire à la fois trouver une solution pour que les appartements soient créés, des appartements neufs, que les propriétaires n'aient plus à, porter, le poids des petits loyers pour les enfants du pays. Il faut aussi évidemment que le projet des Lucioles voit le jour, parce qu'on en entend parler.
On sait que c'est à l'étude, mais on n'a encore aucun résultat. J'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose au niveau du logement, que ce soit le problème qui disparaisse pour les enfants du pays. Parce que si on n'a pas de logement, on ne peut pas rester. Et comme on considère que ce pays, c'est aussi le nôtre, puisqu'on est là depuis maintes générations, évidemment, on n'a pas envie de le quitter. Donc pour nous, c'est très important de rester. Et Géraldine Motillon, présidente de l'Association des enfants du pays, était interviewée par Christine Datomel. Le Conseil national, de son côté, a fait savoir qu'il souhaitait maintenant qu'un nouveau texte de loi soit déposé dans les prochaines semaines. L'initiative a fêté cette année ses 14 ans. Après avoir souffert de la pandémie de Covid qui a bloqué la chaîne de solidarité qui entoure le projet, le Monaco Collectif Humanitaire a été très officiellement relancé aujourd'hui au Centre Cardio-Thoracique, qui est l'un des établissements de soins qui accueille des enfants étrangers souffrant de cardiopathie. Nous recevons l'une des responsables programme de la direction de la coopération internationale et qui a suivi le projet depuis son lancement. Bonsoir Candice Manuello. Bonsoir. Un nouvel élan est donc donné au Monaco Collectif Humanitaire. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de ce beau projet fédérateur ? Monaco Collectif Humanitaire est né en 2008 à l'occasion du 50e anniversaire du prince souverain. Les associations monégasques ont souhaité lui faire un cadeau et elles ont eu l'idée de faire venir en principauté 50 enfants qui n'étaient pas opérables dans leur pays, 50 enfants porteurs de cardiopathie. Et donc, ils ont pu être opérés au centre cardio-thoracique de Monaco. Et l'idée était tellement belle et le collectif a tellement bien marché qu'aujourd'hui, nous allons fêter l'année prochaine les 15 ans du Monaco Collectif Humanitaire. Et donc, l'objectif de départ, c'était d'organiser une grande collecte de fonds pour financer ces transferts, hein ? C'était à la fois une collecte de fonds et puis monter aussi toute une chaîne pour faire venir ces enfants parce qu'il faut les convoyer. Donc, on a un travail avec Aviation sans frontières internationale. Il faut des familles d'accueil à Monaco ou à proximité. Donc, on travaille avec Rencontre africaine et la Croix-Rouge monégasque qui gèrent les familles d'accueil. Et puis, il faut des centres de soins, le centre cardio-thoracique de Monaco, le centre hospitalier Princesse Grace, l'hôpital Lamballe aussi parce que parfois, les enfants nécessitent une intervention à Nice pour des cas un petit peu plus complexes, pas forcément sur de la cardiopathie. Donc voilà, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour faire venir ces enfants. Et l'on estime à peu près, alors il y a bien entendu l'engagement humain de cette chaîne de solidarité, mais on estime à peu près quelle somme le coût de la prise en charge de ces enfants ? À Monaco, tout compris, à savoir l'intervention chirurgicale, le transport aérien, les faux frais, entre 12 et 14 000 euros par enfant. Et à ce jour, combien d'enfants ont pu être ainsi soignés ? On en est à plus de 460 aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 dernières années, on a aussi développé la prise en charge localement dans 4 pays, le Mali, Madagascar, le Sénégal et très prochainement le Burkina Faso. Mais la majorité de ces enfants, en tout cas pour le moment, ont été opérés à Monaco et principalement au centre cardio-thoracique et au centre hospitalier Princesse Grace. Oui, parce qu'il y a en fait 2 volets. Il y a la prise en charge des enfants qui ne pouvaient pas être traités dans leur pays d'origine, mais vous souhaitez aussi permettre à ces pays de développer leurs infrastructures sanitaires et de former leur personnel soignant à travers le collectif ? Complètement, à travers le collectif et avec un partenariat fort que nous avons avec la chaîne de l'espoir. Il y a eu du renforcement de compétences qui a été fait dans ces 4 pays et puis dans d'autres aussi, je l'espère, à l'avenir. Ce qui nous a permis ces 2 dernières années, de financer des opérations localement. Là, ce mois-ci, par exemple, 2 enfants ont été opérés au Sénégal. Et le petit garçon que nous avons aujourd'hui parmi nous à Monaco, s'il est là, bien qu'il soit sénégalais, c'est juste parce que le plateau technique n'est pas encore assez complet, parce qu'il avait vraiment une pathologie assez complexe, qu'il est venu à Monaco. Mais quand c'est possible, on va préférer maintenant les opérer localement. Malheureusement, toutes les pathologies ne sont pas encore prises en charge. Alors bien entendu, les finances, c'est le nerf de la guerre, mais il y a aussi de très belles aventures humaines autour du collectif, parce qu'il y a des familles d'accueil qui s'occupent de la convalescence de l'enfant, et cela peut durer plusieurs semaines. Vous recherchez toujours des familles d'accueil ? Oui, Rencontre africaine et la Croix-Rouge monégasque sont toujours en recherche de familles d'accueil. Elles ont un pôle de familles d'accueil formidable. Il y en a qui sont là depuis la jeunesse du collectif. Ce sont des familles 100% bénévoles qui accueillent l'enfant comme si c'était le leur pendant plusieurs semaines chez eux. Il y a quand même la notion du stress parce que l'enfant est hospitalisé, il est en réanimation, donc il y a tout son suivi. Il faut aussi le suivre. Les structures d'accueil que sont Rencontre africaine ou la Croix-Rouge monégasque sont en lien, eux, avec les coordinateurs sur place et les familles pour rassurer aussi les familles. C'est très important qu'ils restent dans le pays et qu'ils nous confient leurs enfants.
Et c'était tout l'objet de la réunion de ce jour au centre cardio-thoracique, relancer la dynamique, parce que la Covid a été un grand frein dans cette belle chaîne. 2 ans et demi sans pouvoir accueillir des enfants à Monaco à cause de la pandémie de Covid-19. Donc, c'était très important qu'il y ait cette reprise. Et on est très, très heureux aujourd'hui d'accueillir ces enfants à Monaco et des donateurs très généreux qui n'ont pas cessé leur soutien pendant cette période et qui sont là aujourd'hui avec nous. Voilà, il y a des familles d'accueil, il y a les structures d'accueil, tout le collectif est réuni et on est très heureux. Et puis, à projet exceptionnel, ambassadeur exceptionnel, il faut le dire, Olivier Giroud, le footballeur, vous suit depuis le début et s'est impliqué, c'est l'ambassadeur du collectif. Depuis plusieurs années, Olivier Giroud est notre ambassadeur. Il est régulièrement venu à Monaco voir les enfants, les familles d'accueil, les médecins. Il est très impliqué. Il est impliqué humainement, financièrement. Et dès qu'on fait appel à lui, il répond toujours présent. C'est un ambassadeur de grand choix. Merci Candice Manuelo d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer cette relance du Monaco Collectif Humanitaire. Merci beaucoup. Autre joli geste et qui a fait des heureux ce matin à la résidence Aquitoudiné, la princesse Charlène est allée rendre visite aux pensionnaires. C'est une dame âgée de 100 ans qui a tenu à accueillir la princesse. Cette dernière n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté des paniers remplis de fruits et légumes venant de la propriété familiale de Roc-à-Gel. Chaque pensionnaire a également reçu une photo du couple princier et de ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Comme chaque mardi, le bilan sanitaire hebdomadaire et cette bonne nouvelle, les indicateurs sont en baisse. La semaine dernière, 180 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés. Le taux d'incidence est de 460 contre 733 la semaine précédente. Une baisse significative donc. 29 personnes, dont 22 résidentes, sont actuellement hospitalisées. Le ministre d'État a poursuivi ses visites en entreprise aujourd'hui à la rencontre des acteurs économiques de Monaco. Pierre Dartout est allé découvrir ce matin les installations de Technipharma, une entreprise qui a fêté ses 60 ans il y a 6 ans. Ce laboratoire installé à Fontvieille est spécialisé en oncologie, pneumologie et gastro-entérologie. C'est la nouvelle exposition du Comité national des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Une trentaine d'artistes y présentent son travail sur le thème du rêve en couleur à la Galerie des Pêcheurs. Le récit de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Le lien est fort entre l'art et le rêve. Le rêve pousse les artistes à rechercher de nouveaux langages afin de s'exprimer. Et c'est là qu'intervient cette exposition Rêve en couleur, un voyage qui est né à Bergamo par la volonté du groupe Farah qui fête ses 50 ans l'an prochain. Nous avons fait beaucoup avec AIAP, nous avons fait beaucoup de représentations, Monaco di Baviera, Berlino, Potsdam, Monténégro. Ils sont venus 30 personnes. Italie et Monaco, avec ce thème. Le message de Van Gogh. Et elle disait, je fais le rêve de mes travaux et depuis fais une copie. C'est-à-dire était la copie de son rêve. Parmi tous les artistes, Michel Nizio propose un tableau inspiré du poème Le Cancre de Jacques Prévert. Il s'agit d'une photographie que l'artiste avait trouvée il y a quelques années lors de rencontres internationales à Arles. Lorsqu'ils ont demandé de traiter le rêve en couleur, j'ai dit tiens, il y aurait quelque chose à faire. Alors j'ai pris cette photo, je l'ai modifiée et puis je dis mais ça me fait penser à quelque chose mais ça ne revient pas. Et je demandais à ma fille, qui en principe me fait tous les textes, qui est prof de français, je dis à quoi ça te fait penser? Elle m'a dit tout de suite au cancre de Prévert. Et je dis oui, effectivement, ce jeune-là qui est à l'école, qui s'ennuie manifestement, et puis qui regarde par la fenêtre et il voit tous les trucs en couleur, alors que le prof, lui, les débite tout. Et j'ai dit tiens, c'est pas bête. Cette exposition est à découvrir à la Galerie des Pêcheurs, niveau 1 et 2, jusqu'au 23 septembre prochain. Les deux vont de pair et pourtant, il est très difficile cette année de supporter la chaleur qui accompagne la période estivale. Les températures se sont élevées très tôt, dès le mois de juin, mais elles ont aussi frôlé des records au cours des derniers jours. À quoi est-ce dû? Est-ce que cela est parti pour durer en août? Nous avons posé ces questions à l'un des prévisionnistes de Météo France. Bonsoir Steven Testelin. Bonsoir.
La chaleur dure, alors peut-être dans une moindre mesure cette semaine, mais on a parlé de pic atteint la semaine dernière et cela a débuté très tôt cette année, dès le mois de juin. À quoi est-ce dû ? Oui, on a une récurrence d'épisodes de forte chaleur, même déjà fin mai en réalité. On a déjà eu un épisode de chaleur, il y en a eu un autre en juin, et puis surtout cet épisode-là qui a démarré dans le courant du mois de juillet, qui dure encore dans le sud-est du pays, qui a surtout concerné d'ailleurs la moitié sud du pays. On a eu, comme vous avez dit, un pic de chaleur très important à l'échelle nationale le 19 juillet, avec des valeurs qui ont dépassé les 40 degrés jusqu'au nord du pays. Il a fait très chaud aussi dans le sud-ouest avant cela, et même d'ailleurs aussi après cela. Et puis il fait très chaud actuellement encore dans le sud-est du pays. On commence à voir le bout, même pour le sud-est. Oui, est-ce que cet épisode de juillet est en passe de s'atténuer ? Oui, ça y est, on commence quand même à voir la fin. Les températures vont commencer à baisser, que ce soit en région PACA ou en Languedoc. Encore très chaud, On va commencer quand même à descendre un petit peu, et puis les jours suivants à nouveau. Et puis après, en revanche, il va falloir quand même surveiller ce qui va se passer pour le début du mois d'août. Et est-ce que l'on peut s'attendre à un nouvel épisode en août, car traditionnellement, ce mois est plus chaud que juillet, non ? Pas nécessairement. Le pic le pic, si vous voulez, climatologique des températures se situe entre la fin du mois de juillet et début du mois d'août. Et en tout cas, dès qu'on commence à avancer dans le mois d'août, en moyenne, les températures ont tendance à diminuer. En revanche, la saison des canicules, elle, dure, bien entendu. Globalement, la saison propice aux canicules débute le 1er juin et se termine dans le courant du mois de septembre. Donc, oui, en août, on peut encore avoir des vagues de chaleur. Là, il est beaucoup trop tôt encore pour parler de ce qui va se passer au début du mois d'août. C'est encore dans longtemps. Mais on ne peut pas exclure, bien sûr, que les températures montent. Il est vrai que dans notre région, nous sommes habitués aux fortes chaleurs. Vous l'avez dit, le sud-est a été particulièrement impacté en juillet. Mais est-ce que cet épisode caniculaire est plus accentué anormalement dans d'autres régions aussi ? Ou sommes-nous tous logés à la même enseigne ? À l'heure où on se parle, il n'y a plus que le sud-est qui est vraiment concerné par cette très forte chaleur, même si on a eu un petit pic à l'échelle nationale hier, mais il a fait extrêmement chaud dans le sud-ouest du pays. C'est d'ailleurs ces très fortes chaleurs qui ont favorisé aussi l'essor des incendies que l'on connaît en Gironde. On a battu de nombreux records, même des records absolus, c'est-à-dire des records de chaleur pour l'ensemble de l'année jusque dans le nord-ouest du pays. Donc ça a été particulièrement intense. Et d'ailleurs, dans le sud-est, les températures sont moins exceptionnellement chaudes, même si notamment à Nice, on a battu beaucoup de records. On a battu 3 fois le record de nuit chaude à Nice tout de même. En revanche, c'est la durée de l'épisode dans le sud-est qui est remarquable. Et comment peut-on l'expliquer ? Il y a eu plusieurs phénomènes qui sont enchaînés. On a d'abord eu dans la première partie de cet épisode ce qu'on appelle une dorsale, une sorte d'anticyclone en fait qui a favorisé le réchauffement des températures petit à petit. Puis une dépression sur l'Atlantique qui a ramené beaucoup d'air chaud sur le sud-ouest, mais aussi justement vers le nord du pays. Et puis cet air chaud s'est décalé vers l'est, et c'est là qu'on a eu des fortes chaleurs dans l'est et jusque dans le sud-est. Et puis depuis plusieurs jours, depuis une bonne semaine, dans le sud-est, il n'y a rien en fait qui est venu déloger cette chaleur. Et c'est pour ça qu'elle est toujours en place depuis plusieurs jours. Et est-ce qu'à l'avenir, il faudra s'attendre à une multiplication de ces phénomènes ? Malheureusement, oui, dans le contexte du réchauffement climatique, on a pu démontrer maintenant, avec de fortes certitudes, que les vagues de chaleur, elles seraient à l'avenir plus nombreuses, plus longues et aussi plus intenses. Et par curiosité, on peut disposer aujourd'hui de prévisions météorologiques de plus en plus fiables et de plus en plus lointaines. Comment y parvenez-vous ? On y parvient de plusieurs manières. La première de ces manières, c'est la puissance de nos supercalculateurs. Plus ils sont puissants, plus ils peuvent calculer loin, vite, et moins on a besoin de nous de faire d'approximations dans nos équations pour calculer l'état de l'atmosphère. Et puis, il y a un autre paramètre très important, c'est la qualité de nos observations. Grâce aux satellites, grâce à l'amélioration de nos appareils de mesure, on arrive à avoir de plus en plus d'observations, de plus en plus précises, qui nous permettent de pouvoir aller plus loin dans nos calculs sans se tromper. Merci Steven Testelin de nous avoir apporté cet éclairage sur ces épisodes caniculaires. Merci à vous. Pour lutter contre la chaleur, quoi de mieux que d'aller prendre un petit bain à la plage ? Le Larvoto est particulièrement fréquenté et les sculptures qui ont été installées début juillet font le bonheur des passants, comme a pu le constater Victor Labbé. C'est très joli,
Je trouve que ça donne du charme. Voilà, c'est un petit peu spécial par rapport à ce que c'était avant. J'ai connu Monaco il y a quelques années de ça, là. Et donc ça a beaucoup changé. La voiture est écrabouillée par la structure. Ça, c'est vraiment magnifique. Puis le petit chat là-bas qui lit un livre, c'est vraiment original et c'est vraiment beau, quoi. C'est sympa, j'aime bien. Je connaissais pas moi avant ça. Et franchement, dès que j'ai vu ça, j'aime bien. C'est au top du top. C'est la première fois que je viens ici. Et honnêtement, c'est joli, j'aime bien. J'ai regardé 2-3. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que ça signifie. Je vais regarder maintenant, mais en tout cas c'est joli, ça va bien avec le paysage. J'ai une adoration pour Pipi et Gros Bidet. Et puis le repas avec l'oiseau, c'est un humour XXL et vraiment super. Je sais pas comment expliquer, moderne et très très humoristique. Quand on ne connaît pas l'histoire, on s'intéresse à cette histoire. Quand vous voyez l'histoire de la voiture, c'est les voitures qui écrasent les chats, pour une fois c'est le chat qui écrase la voiture. Et oui, une œuvre qui est intitulée « Le juste retour des choses ». Nous vous annoncions hier des ventes records pour l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Eh bien, sachez que la maison Arcurial, elle aussi, dresse un excellent bilan de toutes ces vacations organisées à Monaco la semaine dernière. Près de 20 millions d'euros ont été collectés avec des ventes de pièces de joaillerie, d'horlogerie, de sacs, de sculptures et même de bandes dessinées. Une saison estivale 2022 qui marque une progression de 32% pour les départements luxe du groupe. Du football, Ruben Aguilar prolonge d'une saison supplémentaire son contrat avec l'ASM FC. Arrivé en 2019 à Monaco, le latéral droit international français est désormais lié au club de football monégasque jusqu'en 2025. Nous évoquions tout à l'heure les chaleurs caniculaires. Quel temps nous attend demain? Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le temps sera assez couvert durant la journée, mais les températures resteront élevées, mais de saison. Elles oscilleront de 25 à 29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h11 et se couchera à 21h01 et nous fêterons les Nathalie. Les Nathalie, nous en connaissons toute une et nous leur souhaitons d'autant plus chaleureusement une bonne fête. Ainsi se referme ce journal. Respectons la tradition, quittons-nous en photo. À demain 19h pour un nouveau journal. Passez une belle, douce et je l'espère pas trop chaude soirée.